L'architecture à la une de cette édition spéciale à l'occasion de l'exposition La construction publique en Lorraine qui est actuellement à Nancy après être passée à Metz et à Bar-le-Duc. Cette exposition attire tout particulièrement notre attention sur une architecture que nous oublions très fréquemment de considérer. Et pourtant, elle existe et elle nous concerne directement, cette architecture des bâtiments publics que nous retrouvons quotidiennement dans les bureaux de poste ou bien encore dans les écoles. Et puis pourquoi pas à la cité judiciaire de Nancy, c'est l'un des exemples de bâtiments publics que nous avons sous les yeux. C'est l'exemple en tout cas que nous avons choisi ce soir pour illustrer cette édition spéciale. Quelles sont les exigences qui président à la construction d'un tel bâtiment ? Nous verrons tout à l'heure une très rapide présentation de cet ouvrage, mais tout d'abord, je tiens à vous présenter nos invités, les invités qui représenteront les utilisateurs, le cas du président du tribunal de grande instance de Nancy, Charles Sellier, et puis de maître Claude Biedot, qui est bâtonnier des avocats de Nancy. Et pour répondre à leurs objections, car il y en aura, j'en suis sûr, un architecte qui est co-auteur de cette cité judiciaire, monsieur Roland Vinger. Mais tout d'abord, je vous propose de voir les quelques plans que nous avons réalisés hier à la cité judiciaire de Nancy. Exemple récent d'architecture de bâtiments publics, la cité judiciaire de Nancy. L'extérieur surprend, il plaît ou il agace. En tout cas, il dénote une volonté de sortir du schéma traditionnel du bâtiment administratif et la présence d'objets d'art en est un signe constant autour et dans l'édifice. Un édifice construit sur 5 niveaux, 3 étages de bureaux, un rez-de-chaussée qui conduit à l'ordre des avocats, mais aussi à une cafétéria ou aux ascenseurs, un sous-sol enfin qui comprend les cellules de transit pour les détenus qui attendent d'entrer en salle d'audience, et précisément les 8 salles d'audience. Leur décoration, confiée à une douzaine d'artistes peu connus, vient rompre la monotonie et la solennité habituelle en pareil lieu. Mais n'oublions pas cependant que l'architecte doit se plier, pour l'essentiel en tout cas, à un cahier des charges strict. Un exemple, les magistrats, les avocats, les détenus et le public ont chacun un accès différent aux salles d'audience. Une exigence parmi d'autres qui n'empêche pas cependant d'innover, mais qui limite l'imagination de l'architecte. Oui, nous reviendrons dans un instant, bien sûr, sur ces obligations qui président à l'édification d'un tel bâtiment administratif. Et il y a des règles à ne pas transgresser. Mais je me tourne tout d'abord vers les utilisateurs. Président, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné lorsque vous travaillez dans ces salles d'audience que nous venons de voir par le manque de solennité, de majesté qui est l'apanage traditionnel de la justice? Non, pas du tout. Évidemment, le décor est très différent du décor classique. On ne retrouve pas dans ces salles d'audience le charme du passé que l'on peut retrouver dans certaines salles comme celle que nous connaissions, place de la Carrière ou terrasse de la Pépinière. Mais les magistrats se sentent très bien dans ces salles d'audience qui, par ailleurs, sont confortables, présente certains inconvénients. Monsieur Bartelier nous en parlera tout à l'heure sans doute, mais disons que nous ne sommes pas, que nous nous sommes adaptés à ces salles d'audience d'un style tout à fait moderne, et nous ne sommes pas du tout dépaysés pour rendre la justice dans ces salles. Est-ce que les effets de manche et les effets de voix des avocats ne perdent pas un peu de leur puissance? Non, je ne pense pas. Je dois vous dire que la première fois que je suis entré dans une de ces salles, j'ai eu l'impression d'entrer dans une salle de spectacle, de voir toutes ces chaises alignées, alors que dans les salles anciennes, nous avions des bancs qui rendaient l'ensemble plus majestueux. Nous trouvons en présence de chaises. Et ce qui est désolant pour les avocats, c'est que nous n'avons pas de pupitre. Vous avez vu tout à l'heure sur l'image ce qui nous permet de placer nos dossiers, c'est-à-dire une petite table très haute sur laquelle on peut à peine ouvrir un dossier. Mais je pense que grâce à Monsieur le Président et Monsieur le Premier Président, nous allons obtenir enfin les pupitres qui nous manquent et que nous allons pouvoir étaler largement nos dossiers et pouvoir exposer nos affaires correctement devant le tribunal. Alors, je crois que ce sera quelque chose d'assez rapidement réglé. Je crois que ça va être fait très rapidement. Alors je me retourne vers l'architecte. Vous venez d'entendre donc ces deux réponses. Moi j'ai le sentiment quand même qu'on regrette un petit peu, qu'il y a peut-être un peu trop d'audace dans vos idées.
Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout de votre imagination? Si vous voulez, tout d'abord, l'équipe de conception ne réalise pas un projet pour son plaisir, si vous voulez, comme ça, dans le vide. Elle a ce qu'on appelle un programme. Un programme, c'est un document qui est élaboré en collaboration avec des représentants des futurs utilisateurs, de la chancellerie, enfin de divers organismes publics. Alors, la première contrainte, je dirais, pour les concepteurs, c'est le respect du programme. Alors, par exemple, quelles sont les clauses de ce programme? Quelques clauses. Bon, si vous voulez, par exemple, la définition en surface des salles d'audience. Au début, tout le monde a regretté que ces salles d'audience étaient petites en surface. Alors, malheureusement, les concepteurs ne peuvent que répondre que ces salles d'audience telles qu'elles sont conçues en surface correspondent aux contraintes du programme. Bon. Alors évidemment, Monsieur le Président a parlé tout à l'heure de son regret des vieux bâtiments. Effectivement, je pense qu'on pourrait le regretter. Mais enfin, il ne faut pas oublier que dans cette affaire de cité judiciaire, comme si vous voulez un peu dans le monde hospitalier, il y a eu une tendance en 1974-75 voulue par le garde des Sceaux de l'époque, selon son expression, en milieu hospitalier, humaniser. La justice aussi, l'humaniser, la rendre un peu plus accessible, un peu moins solennelle, un peu moins peut-être, je dirais, peut-être même théâtrale, comme vous parliez tout à l'heure des effets de manche. D'où, dans ce bâtiment, malgré tout, une notion importante. Il ne s'agit pas d'un palais de justice, il s'agit d'une cité judiciaire. Je crois que philosophiquement, ça me paraît important de le souligner. Ça, c'est un peu l'essentiel des idées. Bon. Alors, vous parliez tout à l'heure de concertation avec la chancellerie, très bien, mais la chancellerie c'est à Paris, et je dirais c'est loin des usagers quotidiens. Alors est-ce que vous avez eu aussi avec le président du moment, puisque vous n'étiez pas encore président à ce moment-là, M. Sellier, et avec les avocats, avec leurs bâtonniers, est-ce que vous avez eu des contacts? Il y a eu effectivement des contacts avec les représentants, enfin l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, qui est, je crois, Maître Bidot décédé, enfin... Maître Arnoux. Oui, Maître Arnoux, c'est ça. Il y a eu un magistrat qui était président du tribunal de grande instance, je crois, qui a montré de beaucoup d'efficacité pour l'aboutissement de ce projet. Mais est-ce que leur critique